Voilà, nous sommes avec vous, il est 12h36, nous sommes avec vous jusqu'à 14h comme tous les jours. Aujourd'hui, nous allons recevoir beaucoup de gens. On va commencer tout à l'heure avec Richard Etienne, bonjour. Bonjour. Il sera avec nous. Kindi Alexis, la chef de projet Caraïbes, est aussi avec nous, bonjour. Puis Noa Canel, Ambroise, la chroniqueuse ZCL pour la Guadeloupe, Sénatien, nous aimés. Il va en parler. Maïté Perrault vient d'en parler du festival de cinéma christien qui débute ces jours-ci, mais on va terminer avec Claude-Marie Ségon. Voilà un petit peu ce que fait l'actualité des invités. Sinon, l'actualité elle-même, on revient sur les élections. Il y en a eu dimanche, l'élection du maire de Trois-Rivières, l'élection du maire de Gourbert. Après, on parlera du mois de la femme, des femmes inspirantes qui ont été invitées pour des tables rondes et autres à la médiathèque de Lamentin. C'était très intéressant. Loïs Liné était sur place. On fait un petit focus sur l'élection du maire de Pointe-à-Pitre, toujours avec Loïs Liné, et le 9e congrès académique du STENAF-FO. C'est un syndicat majoritaire au lycée professionnel. Le congrès s'est réalisé au lycée professionnel de Géotier-Archimède d'Amont, on a l'eau. Et c'est Maxime Morel et Ruby Samy qui étaient sur place. Voilà un petit peu ce qui fait le Z aujourd'hui. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. On commence tout de suite, on va parler de football, puisque on sait que depuis quelques semaines, la Ligue guadeloupéenne de football est vraiment sur le focus. On se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle va être liquidée ou pas. La situation financière de la Ligue guadeloupéenne est catastrophique, 2 millions de déficit. Personne ne veut vraiment pour l'instant mettre la main au portefeuille, sauf peut-être la Fédération française. Et Richard Etienne était à la conférence de presse ce matin. La décision qui devait être prise. Richard, bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, d'abord, Dany, ce n'était pas une conférence de presse. C'était le tribunal. Le tribunal. Parce que, rappelez-vous, j'étais venu sur le plateau pour dire que le 16 mars dernier, le tribunal de commerce, précisément, de Pointe-à-Pitre devait statuer, à savoir exactement ce qui allait se passer. Aujourd'hui, donc aujourd'hui 24, la décision est tombée, la Ligue guadeloupéenne de football est donc liquidée officiellement. Et ça, c'est très important. Liquidation. Alors, comment ça veut dire liquider officiellement? Ça veut dire quoi? Que la Ligue n'existe plus? Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que c'est une décision qui a toute son importance, puisque la Ligue, cette Ligue qui existe maintenant, ne sera plus la même la saison prochaine. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Ligue, parce qu'il faut qu'elle vive quand même. Alors, pour terminer la saison, le tribunal... précisément la Fédération française, et ça c'est à la demande de l'administrateur judiciaire, en l'occurrence monsieur Alain Miwat, qui vous savez était venu ici qui est venu spécialement pour ça. Donc a demandé à la Fédération de mettre à la disposition de la Ligue une certaine somme d'argent qui avoisine les 300 000 euros. Pourquoi cet argent? Eh bien, c'est juste pour permettre à cette Ligue de terminer la saison. Donc, ça veut dire qu'il y a la masse salariale qu'il faut payer, il y a aussi des autres choses qu'il faut payer. Donc, ça veut dire qu'une fois que le championnat sera terminé, c'est-à-dire au mois de juin, cette Ligue actuelle n'existera plus. Voilà. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que la Fédération française va reprendre les choses en main. Ça veut dire que la Fédération française demande à ce qu'il y ait une nouvelle Ligue, si cette Fédération française même... On ne peut plus s'appeler LGF. Pardon? Et pourra pas s'appeler la Ligue guadeloupéenne de football si elle a été liquidée. Alors, c'est à voir. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Oui, peut-être bien. Le football de Guadeloupe. Oui, peut-être bien. D'accord. Et je tiens à le préciser que c'est une première dans l'histoire du football amateur. D'accord, puisque, à ma connaissance, je n'ai jamais connu, même au niveau de la France métropolitaine, je n'ai jamais connu ce genre de scénario. Peut-être que ça existait, mais moi, je ne l'ai pas connu. Donc ici, en Guadeloupe, c'est une vraie problématique pour le football guadeloupéen. Donc, ce qui va se passer, la saison prochaine, il y aura une nouvelle ligue qui sera mise en place. Avec de nouveaux dirigeants. Avec de nouveaux dirigeants. C'est important. De nouveaux dirigeants. Ou peut-être, ce seront les mêmes. On ne va pas prendre les mêmes pour refaire le match. Ça veut dire quoi, Dany? Ce qui va se passer, ce sont les présidents de clubs qui vont décider. D'accord. Tout ce qui est important pour la Fédération française de football, c'est qu'il y ait une ligue qui soit, disons, qui soit propre. Voilà. Mais alors, les dettes de la Ligue, puisqu'il y avait environ 2 millions de dettes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être balayé? Pour l'instant, on ne parle pas beaucoup de ça, d'accord? Puisqu'en fait, c'est une Ligue qui est en difficulté, qui n'a pas les moyens de payer. Par contre,
il y a une chose, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, et là, ça c'est important, il y aura un recours qui sera déposé par la 3F Oui. pour savoir qui sont les responsables. On cherche les responsables. Bon. On les connaît déjà. On les connaît, on peut supposer, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes que l'on ignore. Oui. Bon, c'est ça la problématique. Mais alors, une autre question. Ce déficit abyssal d'une ligue de football de 2 millions, ça a débuté avec... sur combien d'années ces 2 millions s'étalent à peu près? Alors, je l'ai dit l'autre jour, ça fait quelques années, plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Vous savez, on a connu Jacques Huygard. On a connu ensuite Guy Roch. Après Guy Roch, on a connu Joseph Séné. Oui. Après Joseph Séné, il y a eu évidemment Jean Dartron, et puis et Jean Dartron qui était là toujours. Donc, avec Jacques Huygard, ce n'était pas pareil. Ce n'était pas la même configuration. D'accord, c'est vrai qu'il y avait des petites dettes qui n'étaient pas très significatives, et surtout avec Guy Roch, là encore, c'était plutôt des dettes, mais en état de collaboration. Quand je dis collaboration, je veux dire c'était plus ou moins un certain nombre de licences qu'il fallait payer, ou alors, par exemple, la sécurité sociale. Et ce n'est qu'après, justement, que les choses ont commencé à devenir... À partir de Séné, alors, pratiquement, ça. Moi, je dirais que c'est à partir de Séné que les choses ont commencé vraiment à être compliquées, je dis. Mais c'est vrai, mais cette complication vient de plusieurs facteurs. Il y a aussi, il faut quand même le dire, il y a des présidents de clubs, compte tenu du fait qu'ils sont en difficulté, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir payer, même s'il y a eu un moratoire mis en place par la sécurité sociale, on se souvient encore. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des présidents qui disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de payer. Alors, on passait un petit peu l'éponge. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre de choses. D'accord. Il faut vraiment, bon, il y a des dettes, donc il faut les éponger. On va résumer. À la fin de la saison, au mois de juin, la Ligue disparaît. Et combien de temps après, on sait combien de temps après, une nouvelle Ligue va être... Tout de suite après, puisqu'il va falloir démarrer le championnat. Tout de suite après. Donc ça veut dire c'est un vrai traumatisme pour le football. Oui, au mois de septembre à peu près. Alors, est-ce que je peux... Parce que hier, j'ai reçu M. Dulac du CD pour parler des U13. Des U13. Est-ce que ça va gêner le championnat U13 qui aura lieu, qui commence le 25 avril? Non, parce que c'est une compétition qui est organisée par le conseil départemental. Ah, d'accord. Donc ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je dois les recevoir sur le foot, puisqu'il va falloir parler de cette compétition qui existe depuis plusieurs années. Oui, 6 ans, il m'a dit. Voilà, exactement. Voilà. Bon, c'est une compétition internationale. Tout à fait. Je l'appelle la Coupe du monde de la Guadeloupe. Sous l'égide du conseil départemental. En tout cas, Richard, merci pour ces informations. Et de toute façon, vous retrouvez mercredi dans C'est le foot. Oui, exactement. C'est le foot, non, plutôt jeudi. Pardon. Jeudi, j'aurai un représentant aussi du COMEX. Oui. Le COMEX, qui est l'organe... représentant de la LGF prévu? On laisse le suspense. D'accord. C'est à voir. En tout cas, merci d'être venu nous porter ces informations. C'est important, donc, la Guadeloupe est en bas de l'eau. C'est vraiment le cas de le dire. Et il peut se tenir en bas de l'eau écoulé. Bien, alors, on va changer de sujet, puisqu'on a le plaisir de recevoir Madame Alexis. Merci d'être avec nous, Madame Alexis. Merci, vous souriez déjà, vous êtes contente d'être là. Bien sûr. On est content de vous recevoir. Vous êtes chef de projet de Caribule, mais surtout, vous êtes venu parler d'un magazine qui est déjà partout. Ouais. Voilà. C'est le FAP numéro 5. Alors, c'est quoi ce magazine? Alors, ce magazine, c'est un magazine qui a été mis en place par l'association Caribule, dont le président est juste en face de moi, n'est-ce pas? Et du coup, cette année, en tout cas pour cette édition numéro 5, on est vraiment parti sur une édition spéciale industrie culturelle et créative. Et ça a tellement de sens pour cette année, ça a tellement de sens dans notre économie que j'ai eu vraiment plaisir à faire l'édito de ce magazine parce que les industries culturelles et créatives ont de beaux jours en Guadeloupe et j'aimerais vraiment qu'on puisse démocratiser. J'ai quand même le sentiment que c'était pas très connu. C'est pas très connu en Guadeloupe. Ben, c'est bien ça la problématique et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de travailler sur le FabFab et qui va être d'ailleurs distribué sur toute la Guadeloupe. L'idée c'est vraiment de faire connaître ces industries. Donc c'est quoi les ICC?
enfin, ce qu'on appelle industrie culturelle et créative, donc les ICC, ce sont des secteurs d'activité qui ont pour objet la création, la production, le développement, la promotion, la diffusion et la commercialisation de biens et services, mais aussi d'activités dont le contenu est culturel, patrimonial et artistique. Généralement, quand on parle des ICC, on va directement voir la musique, mais les ICC, c'est tellement plus vaste. Oui. C'est ça, on a les arts graphiques, on a la gastronomie, on a la photographie. Est-ce qu'en tant que journaliste, je suis dans les ICC? Mais bien sûr. Je suis ICC. Mais moi aussi, je suis ICC. Ah, d'accord. Moi aussi, puisque je produis des agendas et des planeurs qui mettent en avant notre culture. Oui. Et au-delà de ça, on a toute la chaîne en fait locale avec le graphisme, on a l'impression, enfin la distribution, la commercialisation. Même la cuisine, c'est tout ça. Mais bien sûr, la gastronomie aussi, puisqu'on met en avant notre culture à travers la gastronomie. Alors, est-ce que les gens qui sont dans les ICC, qui vivent des ICC, sont conscients que ces gens-là sont conscients d'être dans ce secteur, dans cette filière? Alors, j'ai l'impression que non. Je pense et on a vraiment besoin de pouvoir professionnaliser en fait tout ça, mettre en place un certain nombre de filières pour que justement ceux qui sont ICC puissent se rendre compte qu'ils font partie de ce secteur d'activité, mais surtout que c'est un secteur qui a de l'avenir. D'accord. Et il y a de l'avenir pour ces gens-là. Alors, aujourd'hui, effectivement, le magazine fait un focus sur les ICC, mais ça veut dire qu'il faut structurer cette filière, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a plusieurs filières à structurer. Alors, je veux d'abord quand même souligner les initiatives au niveau du conseil départemental. Donc, le conseil départemental qui a mis en place un schéma de développement des ICC, donc avec un certain nombre de concours, notamment START, on a entendu parler. Le conseil régional aussi s'est un peu pris aussi au sujet avec son schéma régional développement économique, qui a dont un axe effectivement sur les ICC, mais effectivement, je pense qu'on a encore à développer certaines filières de sorte que les ICC puissent véritablement contribuer au développement économique de la Guadeloupe. Bon, alors, j'ai lu quelque part que les ICC, par exemple, aux États-Unis, ce sont des milliards et des milliards. Ah ouais, mais au niveau mondial, les ICC contribuent à plus de 2000 milliards d'euros de revenus. 2000 milliards d'euros de revenus. Donc, vous imaginez un peu tout ce qu'il y a à faire en Guadeloupe, puisque surtout qu'en Guadeloupe, on a un terrain qui est fertile, on a des talents, on a tellement de choses à mettre en œuvre que voilà, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu faire ce FAFAP spécial ICC, pour que tout le monde puisse connaître ce que sont les ICC, puisse se reconnaître aussi dedans et puisse comprendre en fait cette dynamique derrière et tout le développement économique que l'on a. Et surtout qu'on a de beaux intervenants dedans. Kindia, Alexis, vous êtes quand même une ICC pas comme les autres. Oui. Effectivement, au-delà d'être docteur en économie, au-delà d'être chef de projet de Caribule, je suis aussi l'auteur, la créatrice des agendas et des planeurs, pas comme les autres. Oui. Donc, des agendas et des planeurs qui mettent en avant notre culture, notre patrimoine et qui contribuent de manière directe au développement économique de la Guadeloupe. Et chaque année, donc, les agendas et les planeurs sont disponibles? Chaque année, ils sont disponibles. Ça veut dire que ceux de cette année sont déjà épuisés. On pense déjà à l'année prochaine. On est déjà en train de travailler sur le 2027 et cette année, on a vraiment eu à cœur de mettre en lumière des femmes vaillantes. Oui. Donc chaque année, on change de thématique. Comme vous. Bon, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que dans le cadre du Festival Caribule, il y aura un stand ICC et un atelier. Effectivement. Alors, on a vraiment voulu cette année, au niveau du Festival Caribule, qui est donc le festival de la BD et du manga, élargir vraiment aux industries culturelles et créatives. Au sein du festival, on a énormément d'actions qui rentrent dans le cadre des ICC, au-delà même de la BD et du manga. Par exemple, on a les concours comptables, on a intégré le gaming. Bref, on a énormément, une belle programmation. J'invite vraiment tout le monde à aller sur le site caribule-bd.com pour pouvoir connaître la programmation. Mais pour véritablement répondre à ta question, effectivement, sur le village, donc qui va se dérouler du 24 au 26 avril au Memorial Act. Il y aura aussi un stand ICC, donc pour vraiment présenter cette industrie culturelle et créative. Il y aura une campagne Je suis ICC. On va avoir de beaux intervenants qui vont parler, qui vont discuter autour de cette problématique, en fait de cette thématique plutôt. Et oui, on va avoir de beaux ateliers tout au long du village. Alors, sans tout dévoiler, je crois que samedi quand même, il y a un petit quelque chose qui se fait pas loin d'ici. Oui, ça commence samedi. On va avoir un beau concours cosplay, venez admirer ces belles tenues, ces beaux costumes. Oui, ce sera samedi à partir de 18h, c'est ça? Non, ça va être samedi à partir de 14h, à 14h. Au centre commercial qui n'est pas très loin de Bemao. Pas loin de Bemao. En tout cas,
c'est bien. Donc, le papa, on peut le trouver? Eh ben, on va le retrouver partout. Regardez comme il est beau. On va le retrouver partout en Guadeloupe, dans les établissements scolaires, CGSS, CPME, au Lacou de Caribou qui se trouve à France-Antilles, dans les différents médias. Vraiment, n'hésitez pas. On peut le demander, il est gratuit. Et en plus, il est gratuit. Il est plein d'informations et il est gratuit. Donc n'hésitez pas. Vraiment, pas lire, c'est qu'il vraiment, il ne veut pas lire. Non, en tout cas, Kinti, merci d'être venu nous dire tout ça. Et comme vous dites, demandez-le, demandez. Comment on dit ça, hein? Il faut tout aller, voilà. Il faut tout aller, demandez-le. Bon. Voilà, eh bien, on va quitter Kinti provisoirement, qu'on va sûrement retrouver dans les jours qui viennent, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Et là, on va parler de politique, et on va revenir un petit peu à Trois-Rivières. C'était l'élection dimanche dernier du maire de ma commune. Et il était très content, parce que le match était très, très serré entre lui et son adversaire. Monsieur Jean-Louis Francisque a gagné, et donc, on retrouve son interview. C'est parti. Alors, la première décision du conseil municipal, alors ce ne sera pas une... Déjà, remercier, je ne cesserai de remercier la population de Trois-Rivières. La victoire aujourd'hui, c'est la victoire de la population de Trois-Rivières. Elle s'est réveillée, elle a compris qu'en politique, les choses ne sont pas toujours faciles. Il y a des réponses que j'ai portées. Nous avons travaillé sur la période 2020-2026 et nos adversaires ne cessaient de dire à la population qu'on n'a rien fait. Alors quand vous insultez un candidat, passe, mais ça veut dire que vous violez l'esprit et la conscience du citoyen qui, lui, est conscient que la ville bouge, la ville avance, qu'il y a des chantiers qui sont en cours. Et donc, la population aujourd'hui a fait le bon choix. Je lui dis merci. Ma première décision, je tâcherai de voir avec mon conseil municipal, mais cette journée du 22, il faut qu'elle soit mémorable. La victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire de la simplicité sur ceux qui se mettent en quatre, ceux qui pensent qu'avec des moyens financiers qui peuvent tout renverser, nous disons non. Le cœur d'une population est important et aujourd'hui, c'est le cœur de Trois-Rivières qui a gagné cette belle bataille. Alors compliqué, oui, des moments difficiles, parce que des mensonges en tout genre, à tous les niveaux, on devait mentir, on devait dénigrer, on devait casser l'homme. Et par conséquent, quand on voit toutes ces personnes qui se sont mises ensemble, je savais que la population était plus forte que ça. C'est le peuple qui décide. Et je veux faire de ce 22 mars, il faut qu'on trouve quelque chose pour le 22 mars, parce que c'est le peuple qui a décidé, c'est le peuple qui a choisi, et c'est le peuple qui est victorieux. Ça, il faut le garder. Et encore, je lui dis encore merci. Là, on va continuer, on ira pas loin de Trois-Rivières, juste à côté, c'est la commune de Goubert, où le match aussi était très serré entre Claude Edmond, Madame Civis et la conseillère départementale, Mme Touma, Fabienne Touma. Finalement, au sprint, on peut dire, Claude Edmond l'a emporté. On regarde sa réaction. Bien, sérénité, travail d'équipe. Aussi, on est resté sous notre ligne de conduite, le programme, rien que le programme, tout le programme. Éviter les querelles de personnes, les propos calomnieux. Et on est dans la philosophie définie depuis 2014, essayer de revitaliser la vie politique, faire aux gens, aux électeurs mieux croire aux défis collectifs. Et c'est dans ce sens qu'on se situe. On a eu l'appui extérieur du président de la communauté d'agglomération Grand Sud, notamment sur les grands sujets concernant l'enjeu communautaire. On a une équipe renouvelée des 2/3 rajeunie. Et surtout, on est fiers de personnes qui ne voulaient pas faire de la politique, mais qui veulent continuer à travailler pour l'œuvre collective. C'est tout un ensemble. C'est aussi, sans prétention aucune, c'est un combat du vieux monde contre le nouveau monde. Comment faire autrement la politique? Finir avec le clientélisme, la famille, les amis, mais jouer sur la compétence. C'est le renforcement de l'administration, en compétence de l'administration territoriale, aller sur des projets structurants, rendre son territoire attractif pour que les entreprises puissent produire de la richesse, créer des emplois, surtout dans un territoire marqué par le chômage et la précarité, et faire en sorte que ce grand vieillissement de notre territoire se renverse avec le renouveau de notre jeunesse. Pour être honnête, peut-être facilité avec les 3 listes. Oui. C'est aussi cela. Ça... Vous voulez dire que la triangulaire vous a favorisé? Très certainement, intellectuellement. Il faut être honnête, intellectuellement, il faut le dire. Donc ça a favorisé les choses et peut-être aussi d'une nouvelle force est née
Et aussi, et ça je le dis, c'est repenser quasiment l'architecture politique de Gobert avec une nouvelle classe politique qui va monter et aussi avec des jeunes qui va renouveler la classe politique. C'est tout cela. Donc on est fiers aussi, je le répète, qu'on est resté sur le fond, sur les grands enjeux de demain et on a fait fi des attaques personnelles. On est jeune mais on est gagné par la sagesse et surtout faire en sorte que la défiance des électeurs puisse aller à la baisse et que les gens ont envie de sortir de chez eux, de voter et voter pour un projet de territoire comme on l'a défini. On a reçu ce vendredi des financeurs américains qui sont prêts à investir sur ce projet. On a pris du retard parce qu'il y avait des fouilles archéologiques, il y avait des entreprises qui ont fait faillite parce que le plan était mal ficelé, mais aujourd'hui on a des repreneurs pour un projet beaucoup plus ficelé et qui est orienté vers une clientèle internationale. C'est LVMH, c'est Bernard Arnault, qui, notamment par sa filiale Tiffany, a acheté 16 milliards d'euros. On est sous des moyens financiers, mais on garde ce sera certainement la forme d'une concession, mais on garde la propriété de ce bien, mais financé par des fonds d'investissement, comme on voit dans toutes les capitales européennes. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces deux candidats qui étaient, je vous le rappelle, dimanche dans des matchs très serrés. Et donc, à Trois-Rivières, c'est Jean-Louis Francis qui l'a emporté en finale, comme on dit. On a l'impression que c'est un match, effectivement, et en finale, il a remporté avec 200, 300, 250 voix de différence avec Jimmy Fosta. Jimmy Fosta qui a tout fait pour essayer de gagner, puisqu'il faut rappeler que Jimmy Fosta s'est allié avec l'ancien maire de Trois-Rivières, Albert Dorville, qui l'a soutenu au second tour, puisque Albert Dorville avait fait environ 11%. Mais malgré ça, Jean-Louis Francis a su mobiliser son électorat personnel et arriver à la bonne décision. Et c'est à peu près le même schéma qui s'est fait dans la ville de Gobert. Voilà, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. On a Canel Ambroise et Maïté Perrault. On parlera de la Nati, pays en nous, la biodiversité, puisqu'il y aura très prochainement une rubrique sur la biodiversité en Guadeloupe. Avec Madame Canel Ambroise, on va en parler dans un instant. Restez avec nous, nous et les autres. Nouveau avec vous jusqu'à 14h, je vous l'ai dit. On va recevoir dans un instant Canel Ambroise. Bonjour. Bonjour. Elle est la responsable de l'Herbic, on va dire tout à l'heure au succès. Et puis on va recevoir aussi Madame Custos qui va nous parler du marché de Kalina. Tout à fait. Merci d'être avec toi en avant. On va faire un petit retour sur l'actualité. Et pour le mois de la femme, des femmes inspirantes ont été invitées dans des tables rondes. Ça s'est tenu à la médiathèque du Lamentin. Et Loïs Lenné était sur place. On regarde ce reportage. Moi, pour ma part, j'étais arrivée à un moment de ma vie, bon, j'avais des épreuves. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la société actuelle ne prend pas en considération les problématiques des femmes africaines et afrodescendantes. Nous n'avons pas les mêmes problématiques culturelles, traditionnelles ou religieuses au niveau de notre religion. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas traités. Et je pensais qu'il était temps qu'on prenne le temps d'échanger. Voilà pourquoi j'ai créé cet espace. C'était prendre le temps, de prendre ce temps pour échanger le temps, parce que le temps est très important aujourd'hui. Trop souvent, on parle de la femme, tout le monde parle de la femme, on parle d'égalité, mais on ne se rend pas compte que dans cette société-là, il y a encore beaucoup à faire, même si on a gagné, même si on a progressé dans la vision que l'on a des femmes. Mais c'était important de parler de cette femme plurielle, puisque, je dirais, les femmes ont montré que la question, est-ce que les femmes, par exemple, peuvent avoir embrasser tous les métiers, on voit bien qu'elles sont partout. Elles dirigent, elles sont mamans, elles sont des femmes engagées. Et il était important aujourd'hui de le rappeler. Et comme vous dites, de vouloir faire passer un message aux jeunes femmes qui sont là, parce que les compétences sont là. Les femmes qui représentent une force dans toute société. Quand une société
je dirais, donne la possibilité aux femmes d'être elles-mêmes, mais c'est une société qui a de l'avenir. Moi, je pense que c'est important d'être aujourd'hui présente lors de cette manifestation pour le mois de la femme, tout simplement parce que moi aussi, je suis une femme et j'ai mis du temps en fait à réaliser mes rêves, à ressentir ce feu intérieur qui est en moi, et j'avais tout simplement envie, à travers ma participation, de faire un peu la même chose, de transmettre à toutes les femmes qui peuvent m'écouter et me voir, que ce soit en physique ou via les réseaux, qu'elles aussi, elles peuvent faire la même chose, qu'elles ont aussi ce feu intérieur qu'il faut exploiter, qu'il faut révéler, et que ce soit dans tous les espaces de la société guadeloupéenne, hein. Pas que dans le monde des Miss, bien au contraire. On a eu des femmes dans la politique, dans la religion, dans l'entrepreneuriat, dans tous les espaces de la société. Les femmes sont les bienvenues, et j'espère que ma participation aujourd'hui pourra donner, ne serait-ce qu'envie à une seule d'entre elles, d'oser rentrer dans une pièce, même là où on ne l'attend pas. Quand je me suis assis et commencé à écouter les intervenants, je me suis dit, waouh, il y a tant d'énergie, tant de puissance, tant de bonnes informations que j'étais en train d'écouter silencieusement et me nourrissant de tous les thèmes qui ont été utilisés. Vraiment, je suis très, très content d'être là. Et les personnes qui ont été à l'origine de cette manifestation, je les encourage non seulement à continuer, mais à faire encore, se libérer davantage. Et d'autres personnes se joindront. Et comme par hasard, j'ai 2 femmes sur le plateau. J'en ai déjà eu une autre avant. Donc ça veut dire que les femmes ont une place de plus en plus importante dans la société. Avant même de parler de vos sujets, Madame Ambroise, les femmes sont plus inspirantes que les hommes? Oh là C'est une question piège. Non, mais alors, est-ce qu'elles sont plus inspirantes? Je ne sais pas, mais elles sont inspirantes. Ça, c'est clair, et ça a été dit dans le reportage. C'est vrai que les femmes on a souvent... la Miss parlait du feu intérieur que maintenant elle assume, et c'est vrai que ce feu intérieur, pendant longtemps, les femmes n'ont pas pu l'assumer, n'ont pas pu, tout simplement l'assumer. Et c'est vrai que c'est de plus en plus important qu'elles aient cet espace pour le faire et pour s'exprimer comme elles sont et comme les inspiratrices qu'elles peuvent être. Oui, mais Madame Custos, vous êtes une femme qui a une bonne expérience aussi de tout. Oui, on sait que dans les associations, simplement, 80% c'est déjà des femmes. Ah bon? Oui, et je suis gentille. Mais partout, la vie, je sais pas, je crois qu'on donne vie. On n'est pas simplement maman tous les jours. Dès le réveil, quand une femme se réveille, elle peut être ministre. Elle va appeler son intendante pour pouvoir dire est-ce que la chemise de monsieur est prête, est-ce que les enfants ont mangé et tout. Un homme, il va apporter les moyens, mais il y en a très peu qui vont se soucier de l'intendance. Donc je pense que la femme tout le temps elle est tournée vers la vie pour donner vie à différents niveaux, et en plus qu'elle est engagée dans la vie associative, politique et autres, c'est vrai qu'elles sont pugnaces. Elles veulent aller jusqu'au bout. Donc c'est un fait, et c'est pas qu'en Guadeloupe, c'est partout dans le monde, c'est reconnu que les femmes sont très engagées. Oui, et très inspirantes. Oui, inspirantes. Justement, on va s'adresser à Madame Ambroise. Alors, je suis bien content de vous recevoir, puisque l'Airobig, l'Airobig, il fallait expliquer d'abord ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'Airobig, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un match de football? Est-ce que c'est un gâteau? Qu'est-ce que c'est alors l'Airobig? Effectivement, alors l'Airobig, c'est l'acronyme de l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, et c'est un établissement public qui a été cofondé par la région Guadeloupe, l'Office français de la biodiversité, l'État, et le conseil départemental nous a rejoints depuis l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'est? De manière très simple, l'Airobig a pour volonté d'être le trait d'union entre les différents acteurs. Madame Custos parlait des associations, c'est un public auprès duquel nous intervenons beaucoup, mais aussi les entités publiques, les entités privées, à savoir les entreprises, et on va aussi le faire auprès des scolaires et du grand public, d'où ma présence ici. Mais alors, avant de parler même de cette chronique, puisqu'il y aura une chronique de l'Airobig régulièrement ici, quel est l'objectif qui est fixé à l'Airobig par rapport aux Guadeloupéens? Alors nous, notre objectif, on a 3 grandes missions. On va avoir la connaissance, parce qu'on dit qu'on préserve mieux ce qu'on connaît, et c'est vrai, on va vraiment pouvoir mettre en place les bons outils pour protéger une fois qu'on connaîtra. Donc ça, c'est le premier objectif qu'on va avoir. L'objectif aussi d'accompagnement, je le disais tout à l'heure, des acteurs,
Donc cet accompagnement en ingénierie qu'on va pouvoir proposer aux acteurs du territoire. Et puis le troisième objectif, qui est celui qui fait que l'ARBIG va avoir cette chronique, c'est de pouvoir former, informer et sensibiliser. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la biodiversité, c'est un peu éloigné de nous. On a tendance à penser que c'est un mot un peu compliqué, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? C'est l'ensemble du vivant. Et quand je dis l'ensemble du vivant, ce sont les plantes, les animaux, mais autour de cette table, il y a des personnes vivantes aussi. Et donc, c'est aussi ça, la biodiversité. Et quel va être le message à faire passer aux Guadeloupéens par rapport à la biodiversité? Parce que quelquefois, bon, je dis ça, je vois des endroits où la Guadeloupe n'est pas toujours très propre. Le message à faire passer, c'est qu'effectivement, la biodiversité, c'est nous. C'est pour ça que c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de penser que la biodiversité, ce ne sont que les forêts ou les mangroves qu'on peut voir. En fait, c'est aussi nous. Et donc, c'est important que le Guadeloupéen ait conscience de l'impact de ses actions sur cet environnement, mais sur lui-même. Et donc, finalement, c'est vraiment ça notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un peu plus conscience collectivement, en tant que citoyen guadeloupéen, de nos actions, de ce que c'est que la biodiversité, de ce que c'est de cet environnement, et comment on peut finalement, tous ensemble, préserver cette nature qui nous entoure, mais qui, à nouveau, cette nature, elle ne fait pas que nous entourer, c'est aussi nous, cette nature. Alors, quel est, de votre point de vue, et la réalité aussi, l'état de la biodiversité en Guadeloupe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est bien entretenue? Est-ce qu'elle est mal entretenue? Est-ce qu'elle a besoin, justement, qu'on explique aux gens, etc.? Comment vous voyez ça? Alors, la Guadeloupe a eu de la chance d'avoir des outils qui ont été mis à disposition sur le territoire assez tôt. C'est-à-dire qu'on a par exemple le Parc national de Guadeloupe qui va venir apporter une protection forte sur la zone basse-terre, et ce depuis les années 90, et si je ne m'abuse, depuis les années 92. Donc, ce qui nous permet tout de même d'avoir une biodiversité en partie bien préservée. Cependant, la Guadeloupe, elle fait partie d'un ensemble caribéen, d'un ensemble mondial, et donc on est aussi soumis aux mêmes pressions. L'activité de l'homme sur la basse-terre, c'est vrai qu'il y a une bonne préservation des forêts de haute montagne, mais par contre, dès qu'on va sur la grande terre, ce qu'on va appeler la forêt sèche, là, tout de suite, on est très impacté. Il faut savoir que la forêt sèche a été sur leur dernier siècle, mais a été impactée. On a perdu 85% de cette forêt sèche. Donc en fait, c'est la biodiversité de la Guadeloupe. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle est vraiment unique. Et quand je dis ça, c'est pas juste un mot galvaudé. C'est vraiment, on en parlera peut-être plus en détail après, mais ce qu'on va retrouver en Guadeloupe comme biodiversité, on va le retrouver nulle part. Ou en tout cas, on le retrouvera, ce gradient de diversité, on va le retrouver à une échelle continentale. Et nous, on arrive à le retrouver sur notre petit papillon qui est la Guadeloupe. Et donc, on a aussi cette responsabilité de pouvoir protéger cette biodiversité. Donc, pour répondre à la question, on a une biodiversité qui est riche, qui est unique, mais qui effectivement est menacée par aussi... Elle est fragile ou fragilisée? Les deux. Elle est fragile et fragilisée. En fait, la biodiversité, c'est un équilibre. C'est vraiment l'équilibre du vivant. Et donc, on ne sait pas toujours, en fait, quand on va retirer une espèce, on ne sait pas toujours si on retire, en fait, c'est un équilibre. Donc, si on retire quelque chose de cet équilibre, tout de suite, il va y avoir des conséquences. Mais ces conséquences, on ne va pas toujours en avoir conscience avant. Donc, c'est aussi important, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'insistais sur la connaissance, parce qu'il faut qu'on ait cette connaissance pour savoir comment mieux protéger derrière. Et est-ce qu'elle est fragilisée ? De facto, elle est fragilisée aussi. Je le disais, on parle beaucoup du changement climatique, mais on a une autre, et on viendra peut-être dans les émissions, on a un autre facteur aussi qui est les espèces exotiques, les espèces exotiques envahissantes. Et puis tout simplement l'activité de l'homme. Je ne sais pas si les personnes qui nous regardent sont au courant, mais on avait un perroquet en Guadeloupe, un perroquet qui n'était présent qu'en Guadeloupe, comme on peut retrouver par exemple en Guyane, qui a disparu. Parce qu'en fait, à l'époque, on le mangeait. Et il a disparu. Carrément. Voilà. Donc en fait, l'homme va aussi avoir un impact. Et pour répondre à ta première question, c'est aussi cette prise de conscience qu'on souhaite pouvoir amener aux citoyens et aux citoyennes. Alors, je prends un exemple concret. Par exemple, jeter une bouteille à la mer. Cette bouteille de plastique prendra combien de temps pour être, entre guillemets, dissoute? Alors, je ne vais pas te mentir et te donner des chiffres que je ne connais pas, mais en tout cas, je sais que c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'années en fonction du type de plastique. Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, on estime actuellement que la population mange l'équivalent une carte de crédit en microplastique, d'une carte de crédit par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, tu ne te rends pas compte, mais tu ingères une carte de crédit, l'équivalent, parce qu'en fait, ce microplastique, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va finalement être dissous, il va être mangé par les micro-organismes. Ces micro-organismes vont être mangés par les plus gros organismes, que toi-même, tu vas manger en tant que plus gros organisme. Et donc, finalement, on avale une carte de crédit. Voilà, donc en fait, quand on jette, on n'a pas toujours conscience. On va jeter cette bouteille en se disant, c'est pas grave, c'est juste une bouteille à la mer. Mais non, en fait, à la fin, ça va avoir un impact direct sur l'homme. Et c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à recentrer, c'est que ces actions, c'est pas juste moins de forêts autour de nous, c'est pas juste des mangroves qui disparaissent. En fait, c'est finalement l'impact que ça va avoir aussi sur l'homme. On a l'exemple concret des coraux.
Exactement. On va avoir l'exemple concret des coraux. On en parle souvent. C'est vrai que les coraux, alors il n'y a pas que les coraux, il y a aussi les herbiers. Mais finalement, ces coraux, ces herbiers et ces mangroves vont venir protéger le littoral guadeloupéen vis-à-vis, on sait tous, on a tous vécu des cyclones. Donc vis-à-vis des cyclones, va venir protéger ça. Mais quand ces coraux sont abîmés, et tu disais tout à l'heure, de base, les coraux sont fragiles. Mais ils vont être en plus fragilisés par certains sujets comme l'assainissement, puisqu'en fait, on va avoir des rejets dans les eaux qui vont fragiliser ces coraux. Et derrière, ça veut dire quoi? Ils vont blanchissement, et donc derrière, une moins bonne protection, si demain on a des événements climatiques. Et par exemple, je disais tout à l'heure, c'est un équilibre, et la biodiversité, il faut savoir que c'est aussi les liens entre les différentes espèces. Le poisson perroquet, poisson chirurgien qu'on aime bien manger en courbouillon, voilà, on ne dira rien. En fait, ce poisson, il faut savoir qu'il a vraiment une action sur les coraux, parce qu'en fait, il va venir manger les micro-algues invasives qui sont sur ces coraux-là. Mais en plus, ce poisson, une fois qu'il a ingéré ces micro-algues qui permettent de protéger les coraux qui ont été fragilisés, en fait, alors je ne sais pas comment le dire de manière classe, mais c'est défection, c'est du sable. Donc en plus, une fois qu'il va aider les coraux, quand il va aller aux toilettes, il va créer du sable qui va venir se rajouter dans nos fonds marins. Alors, je prends un autre exemple concret. Il y a depuis quelques années, on dit que le citron a disparu en Guadeloupe à cause d'une maladie, le citrus. Oui, effectivement, je crois qu'il y a effectivement ça fait partie de notre biodiversité mal maîtrisée aussi. Alors, je ne pourrais pas te répondre de manière experte et je ne voudrais pas induire en erreur les téléspectateurs. Par contre, ce qui est sûr, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la biodiversité, c'est un équilibre. Ça veut dire qu'une fois qu'on va retirer certaines, par exemple, les pollinisateurs. Alors, il faut savoir que les pollinisateurs, on va souvent penser aux abeilles, mais les chauves-souris sont aussi des pollinisateurs. Donc, alors, les chauves-souris ou les guimbeaux? Les guimbos sont un type de chauve-souris. Ah oui, non, j'ai dit ça. Parce que les gens qui font la différence du guimbeau, c'est pas une chauve-souris. Non, mais tu as bien raison. En fait, il y a plusieurs types d'espèces de chauves-souris. Voilà. Et donc, certaines de ces chauves-souris sont aussi des pollinisateurs. Oui. Et donc, finalement, quand on va retirer ces pollinisateurs, on n'aura pas toujours conscience de l'impact que ça va avoir ensuite. Mais ça peut avoir un impact où ces pollinisateurs, ces espèces, en plus d'avoir été pollinisateurs, auraient pu être aussi prédatrices de ce qui a amené cette maladie. Je ne peux pas dire que ce soit le cas pour les citrons, et je ne m'avancerai pas dessus. Mais en tout cas, cet équilibre, il est vraiment important, et c'est souvent, malheureusement, quand cet équilibre il est mis à mal, qu'on se rend compte des conséquences. Alors, je vais donner un exemple contraire. Tout à l'heure, tu as dit que il y a un oiseau, il y a plusieurs oiseaux qui ont disparu. Je crois quand même il y a un autre oiseau qui vivait au 16e, 17e siècle ici, qui a disparu. Mais il y a quelques années, on préservait les raccoons. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y en a trop. Et bien alors, à nouveau, l'aspect connaissance dont je parlais. Effectivement, pendant longtemps, on a pensé que le raccoon qui était présent en Guadeloupe n'était pas l'espèce invasive. C'est-à-dire qu'on a pensé que c'était une espèce présente localement, qui était dans son environnement habituel. Sauf qu'en faisant de la recherche, en améliorant la connaissance, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a pu se rendre compte que c'était la même espèce qui a été importée du continent américain. Et donc, cette espèce, elle est invasive. C'est pour ça qu'il y a eu ce changement de paradigme et ce changement... Alors, on préserve ou on ne préserve pas le raccoon? Alors maintenant, le raccoon est considéré comme une espèce exotique envahissante, donc on ne préserve pas. Ah, on préserve plus. En fait, disons, l'éradiquer revient à préserver la biodiversité. Mais en fait, c'est aussi ça qui est important, dont il faut se rendre compte, c'est que la biodiversité, c'est une matière vivante, puisque c'est l'ensemble du vivant. Donc, ce qu'on va savoir, ce qu'on va se dire comme étant une vérité à l'heure actuelle, là, en 2026, peut-être qu'en 2027, peut-être qu'en 2036, elle sera encore différente. Et c'est normal, mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on puisse informer la population. Et c'est pour ça que cette chronique, elle est nécessaire pour que la population puisse avoir les informations pour derrière agir en cohérence. Une dernière question sur les espèces. C'est le cas aussi de l'iguane. Il y a deux types d'iguanes. Il y a deux types d'iguanes, effectivement. Oui. Je ne sais pas si c'est la même logique, la même histoire, pardon, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'iguane qu'on va retrouver en Guadeloupe dite continentale, c'est pas le bon iguane. C'est pas l'iguane de la Désirade, c'est ça? C'est exactement. C'est pas l'iguane des Petites Antilles. C'est-à-dire qu'à l'échelle des Petites Antilles, on avait un iguane qu'on ne retrouvait que dans la zone des Petites Antilles, de la Caraïbe orientale. Cet iguane a disparu de par l'activité de l'homme, de par l'importation de cette autre iguane. Alors ça se fait pas de manière volontaire, on n'amène pas une autre espèce, elle n'a pas été amenée comme ça, mais avec les échanges commerciaux dans les bateaux, et finalement cette espèce, donc l'iguane des Petites Antilles, on ne le retrouve plus qu'à Petite Terre, à la Désirade. Il y en a quand même quelques-uns à la Désirade, oui. Ah oui, il y en a quelques-uns à la Désirade, et je crois, si je ne m'abuse, peut-être à Antigua, mais on le retrouve nulle part ailleurs, parce qu'en fait l'autre iguane a prédaté et a pris la place parce qu'il était plus grand, plus fort, et
Bon, alors on va pas refaire la chronique aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de questions. Une dernière, vraiment c'est la dernière, sur la biodiversité de la Désirade, justement. Elle est bien particulière par rapport à l'ensemble de l'archipel. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment une diversité de milieux et d'écosystèmes en Guadeloupe qui est assez impressionnante pour un territoire de notre taille. Et effectivement, on va retrouver les montagnes, la forêt de haute montagne autour de la Soufrière. Et à la Désirade, on va retrouver un quasi-désert. Oui. On est vraiment, voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour retrouver le même gradient de diversité de milieux, il faut aller de l'est à l'ouest du continent sud-américain. Oui. Et non, là, sur notre petit papillon. C'est un morceau du continent qui a dérivé, alors. En plus, la Désirade, effectivement, il y a tout un aspect historique, géologique, avec la Désirade. Il faut savoir que c'était une île qui était dans le Pacifique à l'époque. Oui. Ah bon, qui a... Ouais. Eh oui, et puis en fait, donc c'est l'île la plus ancienne des Petites Antilles. On n'espère pas, mais c'est l'île la plus ancienne des Petites Antilles, et donc géologiquement, c'est une île très très rare, et effectivement derrière avec une biodiversité à part. Et pour donner un exemple, faut savoir que en France hexagonale, continentale, on a près 100 espèces d'arbres différentes. On retrouve quasiment 100 espèces d'arbres différents sur la Désirade. C'est-à-dire que sur l'ensemble... Comme on dit, redis ça, ouais. Oui. Sur l'ensemble de la France hexagonale, on a près 100 espèces d'arbres différents. Oui. On retrouve quasiment ces 100 espèces sur la Désirade. Oui. 22 km². Oui. Voilà. Non, mais c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, la chronique sur le message principal pour le Guadeloupéen qui va nous retrouver ici le mardi, ce sera quoi? Le message principal pour moi, c'est de se dire que la biodiversité, c'est pas juste un décor et c'est pas un luxe. Oui. C'est vraiment, c'est nous, c'est qui nous sommes, et finalement, elle est en nous. Elle nous apporte des systèmes, on l'a dit, enfin des services, pardon. Elle va nous nourrir, elle va nous protéger, elle va nous soigner, et finalement, elle a aussi vachement façonné notre culture. On aura l'occasion de revenir dessus, mais c'est vrai qu'on se rend même pas, on se rend pas compte à quel point la culture guadeloupéenne est adossée à sa biodiversité. Oui. Et donc, pour moi, le message principal, c'est de se dire que préserver cette biodiversité, ce n'est pas juste préserver la nature, notre environnement, c'est aussi nous préserver nous, Guadeloupéens, et notre identité. Okay. Ce sera ça notre message principal. Le mardi pour parler de tout ça. Exactement. Et je crois qu'il y a un grand chapitre. Hein. Je crois qu'on ne s'ennuiera pas. Oui, on ne s'ennuiera pas. En tout cas, merci, merci pour l'invitation. Canel d'être venu. On va changer de sujet puisqu'on va parler avec Madame Custos de notre aspect de notre vie guadeloupéenne, le marché de Kalina. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est ce marché de Kalina? Alors, le marché de Kalina est une animation qu'on a mis en place il y a 4 ans pour pouvoir redynamiser les faubourgs nord et sud-est de Pointe-à-Pitre. Alors, c'est, je veux dire, une animation parmi tant d'autres, puisque nous sommes un réseau d'associations, d'entreprises et d'individus à vocation économique. D'ailleurs, c'est faire émerger un réseau de gens qui ont envie d'apprendre à faire ensemble et d'apprendre à entreprendre. Oui. Notre champ, c'est la culture, l'économie culturelle. Donc, voilà, c'est la raison du marché de Kalina. Donc, ce marché rassemble les résidents de ces quartiers. On travaille sur l'indivision, on travaille sur la rénovation des maisons. On connaît très bien Plus Belle Harry, par exemple, qui œuvre. Nous travaillons sur les jardins. Et parce que Plus Belle Harry a fait un jardin, je crois, du côté de la Rouletière, là. Il y a plusieurs jardins. Oui. Il y a au moins 6 ou 7 jardins. Oui. À la rue du Gommier, il y a un jardin potager, je veux dire. Oui. Ensuite, on a le jardin zen, on a le papillon, on a la canopée. Il y a différents quartiers et qui vont faire d'ailleurs partie d'un circuit touristique qu'on propose à la population en priorité et bien entendu aux touristes qui arrivent à Guadeloupe. Alors, mais ces jardins, quand ils produisent des légumes ou des choses, ça appartient à qui? À la population, c'est fait pour. Ah bon, on peut venir faire son marché dans les jardins On demande aux gens simplement de respecter, de ne pas salir, ce qui est très difficile, parce que les gens souvent, au lieu de regarder le beau, ils vont jeter leurs ordures. Il faut tout le temps revenir pour entretenir ces jardins. Mais depuis qu'on a commencé à faire, ça fait 11 ans, hein? Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ont commencé, ils sont venus nous voir pour nous demander comment on avait fait. Et donc vous en avez dans Pointe-à-Pitre, dans toutes les communes et même au Cameroun. Alors quand vous entendez Madame Ambroise qui parlait tout à l'heure de biodiversité, ça vous parle quand même? Ah, mais ça parle à 100%. C'est bien ce que je disais. Si on ne prend pas conscience qu'on est né, on te dit tous les jours, dans un paradis, île d'émeraude, un bijou,
Moi, c'est vraiment mon leitmotiv tous les jours. D'ailleurs, nous avons une campagne que nous faisons, le retour à l'élégance guadeloupéenne. Qu'est-ce que l'élégance? Qu'est-ce que ça veut dire derrière cet adjectif? Et comment on l'exprime tous les jours dans notre vie? Et obligatoirement, on parle bien entendu du maintien, parce que la première chose en élégance, c'est d'être propre, d'être beau, équilibré. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, nous travaillons tout le long de l'année, et que ce soit le marché de Kalina, ou le festival du Zouk, ou, je ne sais pas, le concours de fleurissement qu'on fait, toutes ces choses, ce sont des activités que nous menons pour que nous prenions conscience, la connaissance de la valeur de ce pays-là. On dit qu'il n'y a pas de travail, on dit qu'il nous manque des choses, alors que les gens, le monde entier nous envie. On ne se rend pas compte de la chose. On dit qu'on est en Guadeloupe, on est des élus de Dieu. Mais il faut prendre conscience de ça, parce qu'il n'y a rien en Guadeloupe qui est à jeter. D'accord. Alors, vous me disiez quelque chose tout à l'heure qui est un peu surprenant, c'est que le vrai planteur a disparu. Oui, parce que justement, on est rentré dans une ère tellement commerciale, c'est facile d'aller acheter des jus préfabriqués d'usine, alors que n'importe quel plat en Guadeloupe a sa recette. Changer les mets qui composent une recette, c'est abolir l'agriculture, parce que si je ne consomme pas le citron, par exemple, les oranges, l'ananas et tout, les agriculteurs n'ont aucune raison de le planter. Mais quand je veux voir un vrai planteur, je ne parle pas un cocktail où on va mélanger toutes sortes de choses et dire que c'est un planteur. Quand je veux voir un vrai planteur, il me faut du pamplemousse, de l'ananas, de la goyave, du sirop neutre, voilà, un petit peu de poivre, du rhum, et il y a une manière léger. Je ne savais pas ça. Tu savais ça? Voilà, du sucre, voilà. Donc, il y a tout un savoir. Et donc, nous travaillons sur la codification des recettes, du savoir-être et du savoir-vivre. En plus, on a une destination touristique. Celui qui vient nous voir, il n'est pas venu pour qu'on le reçoive comme à New York ou à Paris. Il n'est pas venu se retrouver chez nous. Donc, il faut que nous vivions. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse des trucs folkloriques comme on les fait pour certaines fêtes. Il faut que nous vivions notre culture vraiment de manière quotidienne. Et ça nous fera du bien. On aura des valeurs à transmettre à nos enfants. Et dans le même temps, on sera beaucoup plus authentique par rapport à celui qui vient nous recevoir. Alors, je reviens sur quelque chose quand même. Ça s'appelle le marché de Kalina. Pourquoi Kalina? Alors, Kalina, c'est volontaire parce que, premièrement, les gens oublient que Pointe-à-Pitre, c'est la Pointe-à-Pita. C'était son vrai nom. Le Pita qui est une agave qui est en train de disparaître, que les Caraïbes transformaient en cordes et qu'ils vendaient aux bateaux qui venaient amarrer dans le port de Pointe-à-Pitre. Et comme on parle beaucoup des différentes ethnies indiennes, africaines qui composent la communauté, on a oublié les Caraïbes, les Amérindiens en fait, les Kaninagos. Donc nous avons dit que c'est une manière aussi de les honorer et d'appeler donc ce marché, le marché de Kalina, qui se trouve justement sur le bord de Pointe-à-Pitre, sur la place de la Victoire. Ça veut dire qu'on va trouver des recettes Kalinago Des recettes Kalinago, et dans une prochaine animation, ils ont une grande place. Bien, alors, donc le marché, c'est tous les combien vous faites ça? Alors, normalement, c'est une fois par mois, mais dans le cadre de la croisière, nous le faisons à chaque arrivée de gros bateaux. D'accord. Voilà, le prochain, c'est le 29. Au marché de Kalina? Pardon? Qu'est-ce qu'on trouve? Des repas, des boissons? Des repas, de l'artisanat. Du vrai planteur? On ne vend pas d'alcool, malheureusement, mais ça se pourrait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, tout ce qui est artisanat, de la mode. On présente les différentes commissions, puisque nous avons 10 commissions intersectorielles qui viennent expliquer le travail qu'on fait en permanence. Alors, je vous pose la question quand même. Quelquefois, je vois dans certains restaurants du colombo, mais ce n'est pas du vrai colombo non plus. Voilà. Sans massalais, sans ce qu'il faut. Voilà, c'est pour ça que je dis que la connaissance est importante. Il y a 2 colombos en Guadeloupe, comme je dis tous les jours. Il y a le colombo indien, qui a une recette, et le colombo à nègre. Ah bon?
Oui, parce que ce que le Colombo, que les Noirs ont commencé à faire, ils vont mettre des pommes de terre et ils vont faire le Colombo justement avec la poudre à Colombo. Alors que le Colombo indien va partir avec le massalé, avec tout ce qu'on met là-dedans, les mangues, le tamarin et toutes les plantes qui vont là-dessus. Donc, c'est deux Colombos qui sont les nôtres, mais qui viennent chaque ethnie. Je n'avais jamais oublié quand j'ai discuté avec, je n'avais pas nommé le nom, une famille syrienne, aux Libanaises, qui me disaient que quand ils repartent chez eux, ils repartent toujours avec le couscous local. Qui n'est pas le même que le couscous. Qui n'est pas, ils disaient, c'est très bon, bien entendu, on ne va pas rejeter notre couscous, mais celui que notre mabo fait, c'est un couscous Guadeloupe. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, bon, dans ces mélanges-là, il y a des recettes qui se créent, mais il y a toujours, c'est lié à l'économie, c'est lié à la biosphère. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Et un dernier mot, c'est ça, je l'ai remarqué, puisque j'ai fait beaucoup de pays de la Caraïbe, le bébé, ça n'existe qu'en Guadeloupe. Hein. À Marie-Galante. À Marie-Galante, je veux dire, pardon, Marie-Galante. Qu'en Guadeloupe, il faut préciser, parce qu'ils m'ont vendu. Le vrai bébé qui est fait par une Marie-Galantaise, Madame Rose, et voilà, qui est une recette. Alors, aujourd'hui, dans la modernité, elle va faire du vegan, elle va faire des choses, elle va lui donner, mais elle part toujours de la racine du vrai bébé. Bon, alors, donc, rendez-vous quand c'est samedi prochain? Dimanche de 8h à 15h, on pourra danser, déjeuner sur place. Les boutiques et les restaurants du quartier vont être ouverts. Alors, ça part sur quel coin? Parce que vous avez dit le sud-est. Nous sommes dans la kiosque. Excusez-moi. Nous sommes dans l'environnement du kiosque de Pointe-à-Pitre. Mais, comme je vous disais, les magasins vont être ouverts. Les boutiques, les restaurants vont être ouverts pour accueillir ceux qui veulent. Alors, j'invite les anciens Pointois à venir ce jour-là, retrouver un petit peu leurs souvenirs, se rencontrer. Ça aussi, on a besoin de ça. C'est un quartier qui est magnifique. Il y a des maisons à rénover, il y a des maisons qui sont en indivision. Donc, venez, il y a plein d'informations qui seront données. Presque rénové. Voilà, donc ça se fait, le travail se fait petit à petit, même s'il n'est pas très visible. Mais si tout le monde s'intéresse, on ira plus vite. Bien, écoutez, merci. Merci beaucoup. On a pris mot. Madame Ambroise, on vous retrouve dans quelques jours, mardi, pour parler de la biodiversité. Et Madame Custos, merci d'être venue nous parler du vrai planteur. Je ne savais pas qu'il y avait du poivre dedans. Et dimanche prochain, sur le rendez-vous. Dans un instant, on va recevoir Maïté. On parlait de quoi? De biodiversité aussi, non? Non. Quoique, on va parler de la Caraïbe et de cinéma. Voilà, tout de suite, on la retrouve après la dernière pause. Tout de suite. On revient pour la dernière séquence du ZCL. Tout à l'heure, on a parlé de cette conférence qui a eu lieu au Lamentin avec des femmes inspirantes. Et je termine le ZCL qu'avec des femmes inspirantes. Bonjour, Madame Ségor. Bonjour. Bonjour, Maïté. Bonjour, Dominique. Bonjour à tous. Quand des femmes inspirantes, bonjour. Ah, tiens, Iman nous est de retour. Yes, I'm here. Ça va? Ça va bien. Welcome. No, thank you. What's wonderful? Wonderful time, yes. Wonderful time in New York. OK. Bon, je vous laisse avant terminer l'avant-dernier sujet. On va parler du 9e congrès académique du syndicat majoritaire des lycées professionnels qui a tenu son 9e congrès au lycée Jarty-Archimède à Morne-à-l'Eau. Une occasion justement pour les représentants de l'enseignement professionnel et de parler des conditions de travail, de l'évolution des filières et de la reconnaissance des lycées professionnels qui restent au cœur des préoccupations. On voit un reportage de Loïs Laine. Si je suis ici, c'est qu'on prépare notre congrès national qui se tiendra en juin. Et avant tous les congrès nationaux, on va dans toutes les académies, dans toutes les régions, pour prendre les revendications des personnels, de nos adhérents, de nos militants. Nous avons donc la chance et l'honneur de recevoir le secrétaire général Pascal Vivier, qui préside ce congrès.
c'est l'occasion aussi pour ce congrès de renouveler nos instances, puisque nous sommes en année d'élection professionnelle, élection pro en décembre de cette année. Donc nous renouvelons nos instances et c'est un moment important de démocratie syndicale. La situation est très difficile depuis la deuxième mandature d'Emmanuel Macron, où on subit une réforme qui est exécrable pour les collègues, mais également pour les élèves. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a reconnu lui-même que c'était un fiasco. Et malheureusement, on a un président de la République qui n'a pas compris que nos élèves avaient besoin de plus et de mieux d'écoles et pas plus et de mieux d'entreprises. Nous avons les mêmes problématiques, c'est-à-dire des manques de matériel, manque de moyens, des classes surchargées, des filières qui sont fermées alors qu'il y a un vrai besoin de formation. Je pense aussi une filière qui est délaissée. La voie pro, en général, est perçue comme une filière de relégation. Donc c'est cette image qui est véhiculée au national comme ici. Donc c'est l'idée que la voie pro, c'est une voie de recours, alors qu'il y a des compétences, vraiment de vraies compétences parmi nous, les PLP, professeurs de lycée professionnel. Nous formons nos élèves dans tous les métiers du bâtiment particulièrement. Et nous avons des professeurs qui sont déterminés et motivés tous les jours pour former les jeunes Guadeloupéens. On a déjà réussi à faire reculer ce qu'on appelle la réforme en Y dans l'enseignement professionnel de 6 semaines à 4, de 4 à 2. Donc on va continuer à combattre et cette réforme sur le Y, on va y mettre très vite un terme. Bien, on va parler cinéma puisque c'est la période des festivals qui commence. C'est le festival numéro 2 de la Guadeloupe. Bonjour Vaïté. Bonjour à tous, bonjour Danick. Oui, et je sais que la barque est pleine. Ben effectivement, hein, le festival Nouveau Regard Film Festival, donc c'est sa 9e édition. 9e déjà. Oui, déjà, qui commence demain, donc mercredi 25, qui se termine dimanche. Un festival qui grandit d'année en année, qui est porté par une équipe engagée, qui a une vision, c'est de mettre en avant le cinéma caribéen, d'inscrire la Guadeloupe et aussi notre région dans cette histoire du cinéma contemporain finalement, parce que c'est vrai qu'on entend parler des Oscars, on entend parler des Césars et autres grande récompense. Mais c'est vrai que notre cinéma caribéen, il se structure petit à petit. Il se porte bien, il se structure. Le cinéma guadeloupéen, en tout cas, se porte bien. Guadeloupe, Martinique, Guyane, et puis alors cette année on a 21 films venant de la Caraïbe, on a des films qui viennent de la Barbade, de Curaçao, d'Haïti, donc de Guyane, de Martinique, donc il y a vraiment une émulation en fait, un dynamisme sur ces films. Alors certes on a beaucoup de courts-métrages, on aura aussi des documentaires, donc on a 2 sections dans la compétition et encore une fois c'est une compétition exclusivement réservée à la Caraïbe. Et aussi donc des films hors compétition qui viennent d'ailleurs d'un point de vue international. Ce qui est intéressant dans ce festival, en fait, c'est que certes, alors court-métrage, documentaire, on peut se dire que ça peut limiter le public, mais en fait, dès le départ, que ce soit Priscilla Delaney, qui est la cofondatrice, la directrice artistique du festival, ça fait plus de 12 ans qu'elle fait de la sélection de films, qui est très engagée justement dans la promotion du cinéma caribéen, et elle a voulu tout de suite ouvrir en fait le cinéma caribéen à toutes les générations, à toutes les tranches de vie. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui vraiment des sections bien identifiées. Moi, j'aime beaucoup en fait la section, par exemple, intergénérationnelle, qui s'appelle Regard croisé. Ça a lieu ce jeudi. En fait, c'est des personnes, des seniors, qui vont regarder une œuvre cinématographique avec des jeunes. Et ensuite, il y a un débat donc de regard, où on discute, on échange, et ça permet de croiser les récits, de croiser les publics, et de créer aussi des liens, enfin, en tout cas, un dynamisme autour de ça. Il y a un autre rendez-vous aussi sur les publics plus jeunes. C'est le NRFF Kids. Donc le NRFF Kids qui a toujours aussi été là dès le début, c'est d'ouvrir le cinéma, que ce soit donc l'accès à des diffusions, parce qu'on a des films d'animation de Disney, d'autres grands studios. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des films caribéens pour justement nos enfants, nos jeunes. Donc on a une diffusion comme ça, c'est le dimanche aussi au Palais de la Culture Félix Proto, l'après-midi, donc à 14h, on a
Fiche Maman de l'eau, donc c'est un film qui nous vient de la Martinique, et puis Une guitare à la mer, qui est un programme de 3 courts-métrages dès 4 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des ateliers, donc des ateliers pour les jeunes, donc de 8-11 ans, et pour les adolescents, donc pareil, qui se déroulent aussi tout le dimanche. Donc c'est vraiment diversifier les publics, donc autant les jeunes que les seniors, et bien évidemment les jeunes adultes et les adultes, pour les sensibiliser à ce cinéma caribéen. On a également une section depuis quelques années qui s'appelle Libre Regard, qui est adressée à ces personnes qui n'ont pas accès au cinéma. Donc on fait venir le cinéma donc dans les murs, puisque ça se passe en milieu pénitentiaire. Donc c'est vraiment une action de médiation culturelle et qui permet à ce festival de toucher toute la population guadeloupéenne. Donc cette année, on aura des projections de courts-métrages dans le milieu pénitentiaire, et puis il y a un temps de médiation assuré par l'équipe de l'association Cinéma Rond. Donc c'est vraiment, on va dire, un grand temps fort de notre cinéma caribéen qui va se passer depuis donc demain. C'est la soirée d'ouverture, et ensuite il y a les projections jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Pour la soirée d'ouverture, il y a quand même un film. Pour la soirée d'ouverture, il y a un film. Alors ça sera justement la diffusion d'un documentaire. Donc on a puisqu'il y a une compétition, donc forcément qui dit compétition, donc jury. On a des membres du jury qui sont des talents prestigieux, qui viennent un peu partout, du Canada, de France, qui sont aussi ici, donc dans ces 2 jurys. Donc on a 4 jurys en tout. On a le jury court-métrage, le jury documentaire, le jury jeune regard, puisqu'il y a aussi ces lycéens qui vont aller juger une sélection de films. Et puis on aura aussi le prix public, puisqu'on demande aux gens qui viennent voir d'être eux-mêmes le propre jury. Et en fait, parmi les jurys cette année, on a Thibaut de Longeville, qui est un producteur, réalisateur, et qui est notamment connu pour avoir reçu un prix SACEM pour un documentaire qu'il a réalisé, DJ Mehdi, qui est un grand artiste français, qui a, on va dire, travaillé avec des grandes stars américaines, françaises. Il a fait donc une série de 7 documentaires sur cette personnalité qui a disparu bien trop tôt, puisqu'il a eu un accident mortel. Donc il a voulu lui rendre hommage, puisque c'était un de ses amis. Donc, et vraiment, cette série-là a vraiment été mise en avant et vraiment distinguée par sa qualité. Et donc Thibaut de Longeville sera avec nous, puisqu'il est jury du court-métrage, avec les autres. Et demain soir, donc il y aura 2 des documentaires qui seront diffusés dans notre soirée d'ouverture. Alors les films sont projetés au MAC, mais aussi à Félix Couteau? Non, cette année, c'est essentiellement à l'auditorium du Palais de la Culture Félix Proto. On a juste un lieu centralisateur. Donc ça permet de vraiment centraliser aussi toutes les personnes. Ça fait comme un petit mini-village. Tout a été agencé. Tout est agencé pour accueillir le public, pour avoir des lieux de discussion, d'échange. Pour ceux qui ne connaissent pas le Palais de la Félix Proto, il y en a qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore venus. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de découvrir. C'est sur plusieurs étages. Donc au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a l'auditorium où vous venez. Au 2e étage, il y a un espace de discussion, de rencontres, etc. Au 3e étage, qui est divisé en 2, il y aura la VR Room, puisqu'il y a une section Immersive Lab, où depuis le début, on a mis en avant les films en réalité virtuelle. Donc à partir de 12 ans, vous pouvez venir, c'est gratuit. Donc vous avez plusieurs casques qui sont mis à disposition, et il y a 5 films de réalité virtuelle qui ont été sélectionnés, parce qu'encore une fois, pour montrer le meilleur de cette série de films en réalité virtuelle. Et vous pourrez découvrir sur votre chaise, avec votre casque, des films sélectionnés. Et tout à l'étage, ensuite, à la médiathèque, c'est là où se passent les ateliers NRFF Kids, c'est là où il y a des rencontres avec nos invités, etc. Voilà, donc c'est vraiment le lieu central à l'auditorium, au Palais de la Culture Félix Proto aux Abîmes. À partir de demain soir et tous les soirs? À partir de demain soir 4 jours, c'est ça? Et tous les soirs, exactement, pendant 4 jours non-stop. Il y a toute la programmation, de toute façon, sur le www.nouveauregardff.com. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Il y a encore une fois
45 films venant de 20 pays. Il y a 21 films de la Caraïbe. Il y a 4 jurys, il y a 7 prix décernés. Il y a des ateliers. Il y a un partenariat avec le Québec, puisqu'on est en train aussi de mettre en relation avec ce qui se passe avec les Québécois, pour vraiment faire un lien aussi de films guadeloupéens caribéens qui pourraient partir s'exporter. Le Festival de Montréal. Oui. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Max Custos d'économie. L'industrie cinématographique est aussi une économie. C'est aussi faire vivre nos films, parce que derrière, ce sont des équipes. Et donc, on fait ce lien avec le Festival Cinémania de Montréal, avec un partenariat, un engagement fort. Et d'ailleurs, le directeur de ce festival est un des membres de notre jury. Il est invité cette année, donc c'est vraiment super. Il y a aussi tout derrière une équipe, donc comme je disais, de professionnels. Il y a aussi des bénévoles qu'on remercie. Il y en a 21 cette année, 21 bénévoles qui vont venir vous accueillir à la billetterie, qui vont venir vous aiguiller. Et puis, il faut savoir que le festival commence un peu en amont avec les scolaires, puisque depuis hier, lundi, eh bien, ça se passe à la médiathèque du Lamentin. Il y a des séances pour les scolaires. Donc, il y a près de 1750 scolaires qui vont voir des films sélectionnés par le festival à la médiathèque. Et en plus, c'est la semaine du cinéma. Au niveau français. En France, c'est la semaine du cinéma qui a débuté lundi dernier. Et ben voilà. Et les films coûtent 5 € à Paris en ce moment. D'accord, c'est la synchronicité, peut-être non voulue, mais voilà, c'est le cinéma est en fait aussi sur notre territoire, notre papillon. Ok, Madame Ségor, bonjour, merci d'être avec nous. Claude-Marie Ségor, vous êtes en formation assistante commerciale, c'est ça? Oui, bonjour Danick, exactement. Oui, alors il y a un salon local organisé de J-Form Vente, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le salon local, pour entrer dans le vif du sujet, en fait, c'est la seconde édition que l'on présente. Il va nous permettre, en fait, de présenter différents acteurs locaux, des exposants engagés, en fait, dans les produits locaux qui vont présenter, en fait, leurs différents produits. Quel type de produits? Quel type? Alors, il y aura des produits de cosmétiques, 100% bio, avec des produits d'ici, présentés par l'entreprise Magnifique Nature. Il y aura également un stand de crêpes saintoises. De crêpes quoi? De crêpes saintoises. Qu'est-ce que c'est les crêpes saintoises? Donc c'est des crêpes de poisson qui viennent directement des Saintes. Ah non, mais c'est délicieux. Mais il faudrait que vous passiez alors pour connaître. Ça sera l'occasion pour vous qui ne connaissez pas, ainsi que pour beaucoup de Guadeloupéens, de découvrir, la crêpe saintoise. Voilà, exactement. Et je connaissais les tourments d'amour des Saintes, mais je ne connaissais pas les justement, ils présentent également des tourments d'amour. Il y aura aussi des tourments d'amour. Mêmes, voilà. Également, on aura une entreprise locale qui a pas encore vraiment de logo, mais c'est Tité Labon. Donc en fait, c'est une dame qui souhaite présenter en fait ces différentes plantes naturelles, ces plantes qui permettent de faire en fait plusieurs produits tels que des thés. C'est ce qu'elle se spécialise dans l'été, dans les infusions, etc. Et donc elle va présenter également ses produits. Mais tout ça, c'est du bio. Tout ça, c'est du bio et venu de Guadeloupe. D'accord. Tout vient de Guadeloupe. Made in Guadeloupe. Voilà, made in Guadeloupe. Et ça se fait où? Alors, ça sera à J-Form Vente, au niveau du centre même, qui est au 52 bis de la rue Jean Jaurès, sur Pointe-à-Pitre. Voilà. Et donc, ça sera de 9h à 15h, ce vendredi 27. Alors, il faut venir quoi avec son plat, sa cuillère, sa fourchette ou quoi? Alors, normalement, vous trouverez tout à disposition, puisque donc, non seulement il y a les crêpes de poisson, il y aura aussi des crêpes sucrées proposées par les collaborateurs de J-Form Vente même. Il y aura également un plat servi à midi par également un collaborateur de J-Form Vente qui s'est porté volontaire pour pouvoir vendre ses plats, etc. C'est pas encore ce qu'il y a dans ce plat, non? Non, il m'a pas dit. Mais je crois qu'il partait sur... La surprise du jour. Ce sera la surprise du jour. Voilà. Et donc, pourquoi on fait ce projet-là? En fait, c'est surtout pour pouvoir faire déjà connaître J-Form Vente, qui est un centre spécialisé en fait dans les formations, que ça soit de jeunes ou bien d'adultes, de salariés, même d'entreprises. Donc, on est basé en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et également, donc, ils sont spécialisés dans le conseil et la formation professionnelle, ainsi que dans l'apprentissage pour adultes. Voilà, c'est une entreprise qui est présente en Guadeloupe depuis bientôt 15 ans et qui continue sans cesse de s'améliorer afin d'accompagner... Oui, on avait reçu les représentants l'année dernière ici même, qui étaient venus présenter le premier salon. Oui.
Donc on peut prendre rendez-vous vendredi 27. Donc ce vendredi. À partir de 9h. À partir de 9h. Voilà. Oui. Donc on vous attend tous. Venez nombreux. Hein. Oui, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Bon, c'est du bio en plus. C'est une bonne chose. Mais écoutez, Claude-Marie, merci d'être venu nous présenter cette 10e édition. Et toi, merci d'être venu nous vous regarder 9e édition demain soir à Félix Poto. C'est ça. Quelle heure? Cérémonie d'ouverture 19h, c'est sur invitation. Ah, sur invitation, je ne suis pas invité. Mais si tu es invité d'Annick à chaque fois quand même, tu nous permets justement de mettre en avant ça, tu le sais. Et ensuite, donc jusqu'à dimanche, voilà, pour tout le public. Bon, ouais. On passe qu'on va voir ça. Voilà, on fait un rappel des titres, Iman. Les titres, on a parlé de l'élection du maire de Gourbert, donc suite au... De Trois-Rivières aussi. De Trois-Rivières aussi. Oui. De Pointe-à-Pitre aussi. Oui, il y a eu un maire à Pointe-à-Pitre aussi, semble-t-il. Et au Gosier aussi. À Saint-Claude aussi. Par contre, pour lui, il a changé. Oui. Oui, à Goyave aussi, ils ont changé. Il y a quelques petits changements. Il y a eu quelques petits changements. Et, en tout cas... À Gosier, ça a été un petit peu particulier, l'impression qu'on m'a raconté. Ça a été un vrai suspense, on ne sait pas réellement. Si le... Bon, enfin bref, j'en dis pas plus. Restons sur les faits, n'est-ce pas? Oui. Bon. Sujet du jour, on a aussi parlé des femmes inspirantes qui ont été invitées sur une table ronde donc à la médiathèque du Lamentin. On a parlé du congrès concernant le syndicat majoritaire des lycées professionnels qui a réalisé son 9e congrès sur Morne-à-l'eau. Voilà. Et j'ai reçu donc aujourd'hui Madame Max Custos, la présidente qui va nous présenter le marché Canina qui aura lieu ce week-end, ce marché un peu particulier. Et elle a beaucoup insisté sur le planteur, le vrai planteur, parce que paraît qu'il y avait des faux planteurs. On a reçu Kindy Alexis qui est venu nous présenter le numéro 5 du FabFab consacré aux ICC. Justement, les festivals sont en plein dans les ICC. Hein. Malheureusement, les Guadeloupéens n'ont pas encore suffisamment pris conscience de ça. Mais ça commence à venir. Hein. Ça commence à venir. Après, on a reçu Canel Ambroise pour l'Herbig, c'est-à-dire que c'est l'agence régionale de biodiversité, justement, puisqu'on fait de la bio, ben justement, l'agence régionale était là. Et il y aura désormais une chronique tous les mardis sur la biodiversité. Et elle viendra nous parler de ça. Maïté est encore là pour le festival jeudi. Et on a terminé avec Claude-Marie. Merci d'être venu. Et puis rendez-vous pour votre salon, le 2e salon de la bio. Voilà. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Iman, on se retrouve jeudi. C'est ça, jeudi. Oui, on se retrouve tout seul le jeudi. Hein. Bon, on va te regarder avec plaisir. Et on te retrouve toujours avec plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une autre édition du ZCL. On va recevoir demain Gordon Anderson. Oui, voilà, grosse star de la musique caribéenne, puisqu'il y a un festival qui va samedi sera à l'archipel à Bastère. À Bastère. Ouais, si j'ai compris. Tu as invité, toi, sûrement. Ouais. Comment? Tu as eu ton invitation? Oui, je ne sais pas si j'ai une invitation. Je vais appeler l'archipel, j'ai appelé pour moi tout à l'heure, savoir si samedi je pouvais venir. En tout cas, Gordon est très content de pouvoir revenir en Guadeloupe parce que c'est Exile One, c'est ici qu'ils ont connu tout leur succès il y a des années, dans les années 70-80. Et c'est vraiment très grand de la musique caribéenne. Et le gars, il est toujours très dynamique. Bon, allez, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve. Ciao, bye bye.